Bonjour et bienvenue dans l'Histoire à la source, votre podcast dédié aux histoires et aux anecdotes historiques. Avec presque 30 000 visiteurs par jour, le tableau de la Joconde peint par Léonard de Vinci vers 1500 est l'un des objets d'art les plus populaires au monde. Et surtout, le plus connu. Son succès tient essentiellement au questionnement autour de cette femme représentée. Qui est-elle? Pourquoi nous regarde-t-elle? Sans parler de toutes les théories qui ont surgi autour de l'œuvre et des soi-disant choses cachées dans le tableau. Bref, la notoriété de la Joconde est mondiale, notamment depuis son exposition au musée du Louvre à partir de la Révolution française. Mais cette notoriété lui a aussi apporté quelques mésaventures. Exit les tartes à la crème et les soupes qui lui ont été jetées dessus. Aujourd'hui, dans l'Histoire à la source, revenons sur le vol de 1911. Le mardi 22 août 1911, le peintre Louis Beyroux est un habitué des œuvres d'art du Louvre. Il a pour habitude de réaliser des croquis pour ses différentes œuvres personnelles, mais ce jour-là, Louis avait jeté son dévolu sur la célèbre Mona Lisa. Son enthousiasme est vite retombé en arrivant dans le salon carré censé présenter l'œuvre, où il constate qu'elle n'y est pas. Déçu, il demande au gardien où est le tableau. Ce à quoi on lui répond qu'il serait peut-être dans l'atelier de la maison Braun, le photographe officiel du Louvre. La découverte du larcin est si invraisemblable que le journal Excelsior évoque une simulation de vol, et que ceci est l'œuvre d'un mauvais plaisantin. Tout comme le Figaro qui évoque la piste de la mauvaise plaisanterie et d'un larcin imbécile. Au fil des jours, et ne voyant pas Mona Lisa réapparaître, les inquiétudes grandissent et le verdict tombe. L'œuvre d'art a bel et bien disparu. Le quai des Orfèvres mobilise près de 60 policiers, dont le criminologue Alphonse Bertillon, qui va multiplier les analyses d'empreintes digitales, mais sans résultat. L'affaire est si grave que les autorités décident de renforcer les contrôles aux frontières. Et les policiers de nombreux pays tels que l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Espagne ou la Belgique sont mobilisés. Le juge d'instruction est chargé de l'affaire, Joseph-Marie Driou, va même emprisonner du 7 au 11 septembre 1911 à la prison de la Santé le célèbre poète Guillaume Apollinaire, car celui-ci avait volé des statuettes ibériques revendues à Picasso. Ceci étant tout à fait invraisemblable, mais ça a bien eu lieu. Tandis que cette affaire bat son plein, la police fait fausse route. Le pauvre Guillaume Apollinaire gardera d'ailleurs quelques séquelles psychiques. Les soupçons portent ensuite naturellement sur Picasso, qui est interrogé sur cette disparition, mais toujours rien. L'enquête passionne de plus en plus le public, qui ne veut pas en manquer une seule miette. Durant 2 années, la presse internationale spécule sur l'affaire. On soupçonne même le Kaiser allemand Guillaume II d'avoir organisé le vol. Pire encore, on imagine un complot juif. N'oublions pas que nous sommes très peu de temps après l'affaire Dreyfus. Dans les journaux comme l'Illustration, des récompenses démesurées de l'ordre de 50 000 francs sont offertes à toute personne qui apporterait le tableau dans les locaux du journal, mais rien n'y fait, Mona Lisa est toujours introuvable. Les Jocondes pleuvent alors un peu partout en Europe. On a tout d'abord en Suisse, où les autorités signalent un passage en gare de Vallorbe le 23 août, au train de 7h du matin venant de Paris, un voyageur portant un tableau représentant la Joconde. Le mystérieux inconnu a continué sa route sur la Suisse et l'Italie. En Italie, un journal italien signale la disparition d'une autre Joconde faisant partie de la collection Neughen à la Villa Carlotta sur le lac de Côme. Mais c'était juste une copie exécutée du temps de Léonard de Vinci. Donc toujours rien. La piste la plus intéressante fut celle de Bordeaux, relayée par le journal La Partie le 29 août 1911. Un mystérieux voyageur à la gare du Quai d'Orsay n'a pas été retrouvé, et il est arrivé avec 13 minutes de retard lundi. Les voyageurs étaient peu nombreux, on n'a pas remarqué de voyageurs portant un paquet ou une toile. Le lendemain, dans un train du matin, on a cependant remarqué un individu qui a présenté à la douane une toile qui paraissait de dimension supérieure à celle de la Joconde. Le portrait était un homme de taille moyenne, habillé de noir ou gris foncé, figure congestionnée, barbe noire. Mais encore une fois, cette piste fait chou blanc. Certaines personnalités cherchent même leur quart d'heure de gloire en revendiquant le vol de la Joconde, tel que l'écrivain italien Gabriele D'Annunzio, sous couvert de son nationalisme italien. Mais ce dernier n'est pas pris au sérieux.
D'autres comme Armand Guénéchaud cherchent à empocher une coquette somme en échange d'informations sur l'identité du responsable. Le journal Comédia raconte que le garçon du café déclara sans vergogne qu'il tenait à ce que la découverte de la Joconde lui rapportera beaucoup d'argent et s'engageait à faire retrouver la Joconde dans les 48 heures si on lui allongeait 200 000 francs. Il était assez audacieux, faut dire. Un portrait du voleur a été effectué grâce à divers témoignages dans plus de 20 endroits différents qui coïncidaient étrangement. Durant presque 6 mois, plus de 100 pistes furent suivies, mais l'affaire fut classée sans suite. Les sanctions qui suivirent ce vol ont été nombreuses. La révocation du directeur des musées nationaux, M. Hommel, la mise à la retraite du brigadier chef Poupardin, la mise à pied et la rétrogradation de plusieurs gardiens. Les successeurs de M. Hommel, M. Pujalet, avaient même fait venir au Louvre les chiens policiers Milord et Jack par mesure de précaution. De temps à autre, l'affaire de la Joconde revenait sur le tapis. Un jour, un vieux copiste déclarait haut et fort que la Mona Lisa volée n'était pas la véritable Mona Lisa, mais bien une copie que lui-même avait faite, qu'il l'avait reconnue à 2 minuscules taches vertes faites par lui-même pour la différencier de la copie de l'original. Mais cela n'était vraiment guère sérieux. Le 4 août 1912, la France vécut un moment d'émotion en apprenant qu'un Anglais, du nom de Rathbone, avait rapporté la Joconde au Louvre, mais ce n'était toujours pas celle de Léonard de Vinci. Le 2 janvier 1913, on retrouva à Marseille une autre copie de la Joconde, mais durant toute cette affaire, des négociations secrètes étaient ouvertes tous les 2 ou 3 mois en vue de la restitution de la Mona Lisa, mais toutes les œuvres présentées étaient à chaque fois des apocryphes. Las de cette affaire, personne ne parlait plus de la Joconde pendant un certain temps. Après 2 ans dans une enquête qui s'enlise, le voleur se fait finalement prendre en tentant de vendre le tableau à un receleur. La rencontre se fait à Florence le 10 décembre 1913. Le marchand est accompagné du directeur du musée des Offices de Florence, Maître Poggi, qui identifie l'œuvre. La police est aussitôt alertée et le voleur arrêté dans un hôtel. Le 9 décembre, Perugia contacte Alfredo Gheri, un antiquaire florentin, pour revendre la Joconde en échange de 500 000 lire, mais l'antiquaire émet quelques doutes, mais il fixe tout de même un rendez-vous face à l'insistance de Perugia. Après examen du tableau, l'antiquaire déclare que pour une telle affaire, il ne va pas se fier à une seule compétence et souhaite se faire accompagner par 2 amis qu'il choisira. Perugia accepte et un rendez-vous est pris le lendemain, le fameux 10 décembre 1913. Aussitôt Perugia parti, l'antiquaire téléphone au docteur Poggi, directeur de la galerie des Offices de Florence, et lui demande son avis. Le docteur Poggi contacte à son tour à Rome M. Corrado Ricci, le directeur général des Beaux-Arts, après avoir consulté le ministre des Beaux-Arts, M. Credaro, qui part aussitôt pour Florence avec un chef de division du ministère, M. Artom, un expert en œuvres d'art. Arrivé à Florence, Maître Ricci et Artom jouent le rôle d'amis de l'antiquaire. L'analyse de l'œuvre peut débuter et il n'y a aucun doute, c'est bien la Joconde. Perugia est immédiatement arrêté et le tableau est saisi puis transporté à la galerie des Offices. Le coupable est enfin identifié. Il s'agit d'un ouvrier vitrier italien du nom de Vincenzo Perugia. Son vol est avant tout patriotique selon ses dires. Voulant restituer l'œuvre à sa patrie, l'Italie, il commet ce vol. Le 13 décembre 1913, le New York Times publiait la première déposition de Perugia qui déclarait « Souvent, pendant que je travaillais au Louvre, je m'arrêtais devant la peinture de Vinci et j'étais humilié de la voir en terre étrangère. La subtiliser fut très simple, je n'avais qu'à choisir un moment opportun, un matin de préférence. J'ai rejoint mes camarades décorateurs au Louvre, j'ai échangé quelques mots avec eux, puis je suis entré dans le salon où la peinture était accrochée. Il était désert. La peinture souriait devant moi. En un instant, je l'avais décrochée du mur. J'ai déposé le cadre dans l'escalier et glissé le panneau sous ma blouse. Tout s'est fait en quelques secondes. Personne ne m'a vu, personne ne m'a suspecté. Ajoutons également qu'il commit le vol au Louvre pour venger l'Italie de tous les vols et pillages commis par Napoléon. C'est Silvio Perugia, le petit-fils de Vincenzo, qui racontera que son grand-père, lorsqu'il arriva chez lui, avec le tableau, il se décoiffa pour faire semblant d'être tombé du lit, avant de dire à la concierge « Mamma mia, je suis en retard, hier on a fait la bringue », et hop, l'alibi était bien trouvé. Le tableau était en fait depuis le départ resté caché dans son logement de 10e arrondissement de Paris, pendant que Perugia tentait de vendre l'œuvre à divers antiquaires de Paris, Londres et Naples,
et à un représentant de Monsieur Pierpont Morgan, un financier et banquier américain dont l'attrait pour la collection d'art était notoire. Et pour la petite histoire, vous connaissez sûrement cet homme car il était le propriétaire du Titanic et vous connaissez sûrement ce qui reste de son empire, à savoir l'immense holding financière JP Morgan. 3 arrestations sont effectuées finalement à Paris suite à un télégramme de Rome informant que Perugia avait dénoncé ses complices, qui étaient Vincent Lancellotti, son frère Michel Lancellotti, et la maîtresse de ce dernier, Françoise Segnaud. Ils furent tous les 3 inculpés de complicité par recel de vol au préjudice de l'État. Le 22 décembre, une cérémonie officielle de remise de la Joconde à l'ambassadeur de France, Monsieur Barrère, est organisée au ministère de l'Instruction publique, officialisant ainsi le retour de la Mona Lisa en France. Le voleur écopera finalement, en définitive, 1 an et 15 jours de prison, mais n'en effectuera que 7. Il sera écroué en Italie pour une courte durée et même accueilli en héros pour certains. Après un retour d'Italie, le 4 janvier 1914, soit 28 mois après le vol, la Joconde retrouve enfin sa place au Louvre devant presque 20 000 visiteurs journaliers, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce dernier. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire à la source.